Voilà, Olivier, est-ce que tu nous entends? Trop fort bien, William. Ben, Bonsoir. très très bien, je pense que Thomas va te mettre à l'antenne. Voilà, ça arrive. Bonsoir, merci, merci d'être là, merci d'avoir répondu favorablement dans des délais assez brefs à notre invitation. Ça faisait un petit moment que je voulais traiter ce sujet. Il y avait plusieurs portes d'entrée. C'est un sujet, c'est un monstre, comme je disais tout à l'heure. Et l'importance du vocabulaire, on le voit est vraiment une clé d'analyse. Donc évidemment, ta présence était nécessaire parce que justement, pour les spectateurs qui ne le connaissent pas, qui ne te connaissent pas, le mot, le poids des mots est à l'origine de ton travail. Tu es d'abord un traducteur. Et donc, c'est d'autant plus important que tu sors d'un travail de 5-6 années, c'est ça, qui a été Même, de même 8 en fait, hein, donc 8 ans, voilà. 8 ans 8 ans. Voilà. pour traduire Mein Kampf, donc l'ouvrage d'Adolf Hitler. Tu vas évidemment nous raconter pourquoi il fallait retraduire, pourquoi ça t'a pris autant de temps. On va pas que parler de Donald Trump parce que je pense que tout ce parcours-là, tout ce travail-là, euh, te donne ensuite la légitimité pour justement, on va voir pas mal d'extraits vidéo, de, d'analyser et de comprendre les origines, les références de certains éléments de discours de Donald Trump qui viennent directement du Troisième Reich, que ce soit Hitler, Goebbels, etc. etc. Donc on va en parler. Mais avant ça, je voudrais vraiment qu'on revienne sur l'origine de ton travail, sur justement le vocabulaire et donc ta traduction. On va voir la couverture de la traduction. Donc vous avez déjà changé le titre. On peut commencer par ça parce que je trouvais que c'était une démarche intéressante de présenter cette traduction sur un nouveau titre. Est-ce que tu peux nous parler du titre et est-ce que tu peux nous voilà, historiser le mal et donc nous raconter la genèse de ce projet, tes difficultés, tout ça, quoi. Vas-y, c'est à toi, Tout, Olivier. tout à fait. Je vais essayer de faire vite et bref parce que Non, bon, on non, prends pourrait y ton passer à temps. peu près 3 heures. Mais bon, Mein Kampf est sorti en 1924. Il y a une traduction qui est sortie en France en 1934 dans des conditions assez bizarres parce qu'elle était faite par une maison d'édition qui était très proche de l'Action française, donc de l'extrême droite antisémite. Mais la sortie de ce livre n'était pas du tout faite pour soutenir Hitler. Au contraire, les gens de l'Action française, qui étaient très anti-Bosch, presque autant qu'anti-juifs, tenaient à ce que les Français lisent ce qu'il y avait dans ce livre et lisent en particulier ce qui concernait la France. Parce il y a dans Mein Kampf des mots extrêmement violents contre la France. Il annonce pratiquement ses intentions belliqueuses. Et donc, c'est eux qui ont publié ce livre pour la première fois en 1934. Le livre a été interdit, mais il a été interdit par Hitler. Ok. Parce que d'abord, c'était une édition pirate, et ensuite, Hitler voulait pas que ça se lise en France. Donc, le livre a été interdit. Et à ce moment-là, il y a eu une alliance tout à fait extraordinaire entre la LICA, donc l'ancêtre de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui s'appelait à l'époque Ligue contre l'antisémitisme, qui, avant le pilonnage des livres qui avaient été ordonnés par la justice, est arrivé avec des camions et a embarqué 5000 exemplaires qui ont été diffusés dans dans tout ce que la France comptait d'influenceurs, les généraux, les hommes politiques, les écrivains, etc. Donc on a quelques traces de gens qui l'ont lu à ce moment-là et qui en ont parlé. Voilà. Le livre après a été bon, pendant la guerre évidemment, à partir de 39-40, c'est terminé. Le livre est plus du tout disponible en France, on le cache. Il y a une autre édition qui est faite en 1938 mais écourtée, donc sans les passages qui concernent la France. Et puis en 46, le livre ressort en France tout à fait légalement et il va rester en fait jusqu'à nos jours. Hein, il est toujours en vente. Le problème, c'est qu'il y a à peu près aucun commentaire. En 79, la LICRA, cette fois-ci, a fait un procès à l'éditeur pour obtenir qu'il y ait un avertissement parce que l'antisémitisme remontait fortement en France. Mais il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de notes. Et surtout, la traduction qui était destinée à rendre le livre très lisible, puisqu'il fallait que les gens sachent ce qu'il y avait dedans, est très, très éloignée de l'original.
En 2011, des historiens de toute l'Europe, dont en France Anthony Rollet, ont lancé dans le monde un appel en disant attention, on est en 2011, en 2015, ce livre qui est protégé par le droit d'auteur, n'importe qui, partout, pourra le publier sans aucun commentaire, en présentant comme une apologie, etc. Donc il faut que les historiens se mettent au travail quand les Allemands vont libérer les droits, parce que c'est pour l'instant le Land de Bavière, enfin c'était à l'époque le Land de Bavière qui détenait les droits et qui bloquait toutes les éditions. Quand le Land de Bavière va libérer les droits, il faut que nous, on soit prêts à présenter des éditions commentées, annotées, avec le contexte. Et donc, cette équipe s'est mise au travail. Anthony Rollet, malheureusement, est décédé un peu après d'une crise cardiaque. Il y a une première équipe qui s'est mise en place, où il y avait déjà des grands noms. Il y avait Christian Ingrao, il y avait monsieur Nicolas Patin, il y avait à l'époque encore Johan Chapoutot, et puis David Gallo, déjà, qui était là dans l'équipe. J'ai commencé mon travail, mais sans aucune consigne. Donc, j'ai essayé de rendre le texte à la fois tel qu'il était. On va en reparler. C'est un texte d'un manque de clarté, de lisibilité, etc. Enfin, c'est une espèce de compote au niveau du langage. Ouais. Mais en le rendant encore un peu accessible au lecteur français, en me disant si je rends un truc tel qu'il est en allemand, l'éditeur va me le faire manger. Et j'avais un premier directeur d'édition qui, effectivement, je pense, n'aurait pas apprécié que je fasse le travail qu'on a fait après. Il est parti, et un nouveau directeur d'édition qui s'appelle Florent Braillard, qui est un remarquable chercheur, qui a notamment écrit un livre qui s'appelle Auschwitz, un complot nazi, qui est tout à fait extraordinaire sur ce qu'a été le montage des camps d'extermination, m'a fait venir très gentiment en me disant bon, ta traduction elle est très bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Et donc j'avais déjà travaillé 2 ans sur cette cochonnerie, ça m'était déjà assez désagréable, mais il m'a demandé en fait de tout reprendre avec un principe: le livre étant illisible en allemand, il faut qu'il soit tel quel en français. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie, je suis traducteur depuis 45 ans, qu'on me demandait de rendre un travail illisible. Wow. Mais illisible comme l'origine. Voilà, la genèse est là. Et donc, autour de Florent, de Nicolas Patin, Christian Ingrao, David Gallo et d'un certain nombre d'autres, s'est constituée une très grosse équipe. On a repris la traduction ensemble. Il y a eu des allers-retours de tous les côtés pour mettre ça au point, pendant que eux faisaient un immense appareil critique qui fait 2 fois la taille de Mein Kampf, qui est déjà un livre qui fait 800 pages, et pour donner donc le jour à ce livre Historiciser le mal, qui est sorti en 2021. Ouais, donc, non, c'est une approche très intéressante, et c'est la première chose qu'on découvre, c'est le fait que, pour différentes raisons, et certaines d'ailleurs qui me font penser à des discours de Donald Trump, tu dis, voilà, ce livre, il est illisible, il y a des parties qui le sont. Hein, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas un ouvrage uniforme, donc il y a des parties qui le sont, mais il y a souvent des parties qui ne le sont pas. Souvent, c'est pour donner un côté extrêmement sérieux à des sujets qui le sont beaucoup moins. C'est ça, il y a cette dimension-là? Alors, en fait, il est flou, mais ça, on va en reparler parce que il y a effectivement, c'est là qu'est le lien sémantique principal avec les discours de Trump. Ces discours sont un embrouillamini, mais absolument effroyable, on comprend rien. Il pratique, alors j'ai trouvé ça génial de la part de Trump, il pratique le wave, je suis désolé, je parle pas très bien anglais, mon accent est désastreux. Il pratique le tissage, c'est-à-dire qu'il part sur un sujet, il va faire autre chose, il revient ensuite, il repart sur un troisième sujet, et il revient sur ses pieds, mais ça c'est ce que dit Trump, c'est pas vrai, il revient pas sur ses pieds. En fait, il revient à chaque fois, au terme de ces tricotages de mots et de phrases qui sont souvent totalement dépourvues de logique, qui ont des constructions bâtardes, qui sont mal fichues, qui tournent sur elles-mêmes. Et franchement, il y en a certaines, il est absolument impossible de comprendre ce qu'il y a dedans. Mais à la fin, il y a toujours les vérités simples, les vérités brutales, banales. Et en général, chez Hitler, premièrement, c'est la faute des Juifs. Et comme tout le monde, tous ses ennemis sont juifs, c'est la faute de l'instituteur juif, c'est la faute de l'écrivain juif, c'est la faute du peintre juif, c'est la faute de absolument toute la terre, et du journaliste juif, pardon, j'ai oublié, c'est extrêmement important, puis on va en parler tout à l'heure. Et donc, en fait, cette espèce de gloubi-glouba de langage débouche toujours sur des phrases, elles, très courtes,
très brutales, très violentes, qui dénoncent en fait un ennemi et qui vont livrer l'ennemi à la vindicte populaire. Ça marchait très bien dans ses discours parce qu'il avait un public qui n'était pas je dirais même pas cultivé, qui n'était pas éduqué du tout. Hein. C'est un public du lumpenprolétariat allemand qui vivait dans des conditions terribles et qui avait aucune formation et qui tout d'un coup avaient l'impression qu'ils entendaient, enfin l'impression d'entendre un intellectuel qui leur faisait des grandes phrases extrêmement bien faites, donc c'était forcément des raisonnements superbes, et la seule chose qu'ils comprenaient, c'était la fin, Ouais, bah mort aux juifs. Voilà. c'est un parallèle extrêmement troublant avec Trump, qui est très rarement souligné d'ailleurs. C'est-à-dire on va aller chercher un parallèle, on va le voir tout à l'heure sur certains termes utilisés par Trump qui ont été utilisés par Hitler ou par la propagande nazie, le mot vermine, l'empoisonnement du sang, hein, l'ennemi du peuple, etc., ou l'ennemi intérieur, etc., etc. Mais sa stratégie, c'est toujours ça. Trump s'inscrit toujours dans ses discours et il le dit. Et donc nous, ça nous fait rire vu de l'extérieur. Donc à un public, on l'a vu hein, dans le premier document que j'ai partagé juste avant qu'on se lance, sur justement le fait que la catégorie aux États-Unis où Trump est le plus populaire, ce sont les Américains qui n'ont pas fait d'études. Donc il y a un parallèle très fort à ce niveau-là. Et donc, il se présente comme étant quelqu'un d'une intelligence supérieure, en expliquant qu'en plus de ça, on y reviendra aussi parce qu'on est évidemment dans l'eugénisme, donc qu'il a des gènes meilleurs que les autres, qu'il a un oncle qui était extrêmement intelligent à MIT, etc., etc. Il fait ces phrases où, lorsqu'on les lit à froid, déjà ce qu'on les entend nous font sourire nous, et lorsqu'on les lit à froid, on se rend compte que c'est incompréhensible, mais toujours, il termine sur des concepts extrêmement simples, violents, qu'il répète à l'envi et que le public comprend. Donc ils ont l'impression d'être face à quelqu'un qui est... on le voit lorsqu'on regarde l'avant-meeting. Ça, c'est un travail, c'est pas un travail, ils le font pas volontairement, mais c'est un travail extrêmement intéressant fait par tous ces médias d'extrême droite qui démarrent leur direct 2 heures avant et qui interrogent ces fans de Donald Trump. Et donc, ils te décrivent tous un être d'une intelligence supérieure, un génie qui a les réponses à tous les problèmes des États-Unis. Et la réponse, au bout de ces démonstrations, donc cette weave de cette démonstration, on tombe sur l'étranger, c'est l'ennemi, le démocrate, c'est l'ennemi, l'autre, c'est l'ennemi. Cette stratégie d'Hitler, elle est perçue, est-ce qu'on sait comment elle est perçue au niveau du public? Parce que quand tu nous parles d'un livre qui est proche d'être illisible, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant à l'époque? Comment le public allemand adhère à ce message? Alors c'est assez paradoxal parce que Hitler écrit ce livre en 24 et 25 où il est en prison hein, après une tentative de coup d'État un peu miteux qu'il a tenté à Munich, qui a fait des morts dans les rangs de la police chez lui. Donc il est en prison, il est dans une condition assez royale. Il est déjà implanté dans son tout petit parti, qui est le Parti national-socialiste, et il a peur de perdre sa place pendant qu'il sera en prison. Il y reste d'ailleurs très très peu, il est dans des conditions de vie absolument excellentes, parce que le directeur de la prison est un nazi aussi, donc il le soigne. Euh, ce qui est assez étrange, c'est que il a réussi à conquérir le parti nazi avec son art oratoire, qui consiste, je vous l'ai dit, à faire ses embrouillamini pendant 3-4 minutes et après à sortir une formule qui va soulever les foules. Mais dans le livre, c'est tout à fait autre chose. Quand on a un bouquin qui fait 800 pages, qu'on a des pages entières remplies de ces trucs-là, et à lire en plus, même pas à entendre, donc on est obligé de se concentrer un tout petit peu, le résultat n'est pas du tout le même. Et en fait, quand le livre va sortir en Allemagne, tout le monde se moque de lui. Les gens rigolent en se disant mais comment est-ce que ce type qui est pas capable d'écrire
trois lignes, veut prétendre au pouvoir. Et même les journaux nazis, hein, les journaux qui sont proches de son parti, disent on espère que c'est pas ça que Hitler nous réserve. Ce qui est une réaction quand même assez intéressante. Il faut dire que l'Allemagne avait un respect très profond à l'époque pour l'écriture, pour les savants, pour les érudits, et voir un type comme ça arriver et prétendre prendre le pouvoir et sauver l'Allemagne en étant incapable de faire une phrase correcte, c'était quand même quelque chose qui a heurté beaucoup de monde, y compris dans les rangs des nazis. Et le livre, au début, c'est très mal vendu. Dans ses discours, c'était tout à fait autre chose, parce que là, il pouvait donner l'impression qu'il maîtrisait ce qu'il disait. Les gens ne comprenaient pas, mais bon, ils ne comprenaient pas parce qu'il était trop intelligent, c'était un génie tranquille. Et du coup, ça passait. Et il retenait les slogans en plus. Et puis en plus, il avait une gestuelle, une voix, enfin, qui portait très loin. Il avait vraiment, il électrisait les foules. Et ça, on a des vidéos où on voit ce qui se passe. Les gens se mettent à hurler à chaque fois qu'il finit un de ces paragraphes. Et donc, c'était un démagogue de la parole. Quand il a essayé d'écrire, ça a été assez catastrophique. Voilà. Ok. Je voulais juste Ouais, préciser vas-y. pour le parallèle Trump. Moi, je suis pas un grand spécialiste des États-Unis. J'étais absolument persuadé, comme tout le monde, et pour les raisons que je viens d'écrire à propos d'Hitler en 2016, que jamais l'Amérique pourrait élire un type pareil. Et en fait, mon attention a été attirée par un livre de ma consoeur Bérangère Viennot qui s'appelle La langue de Trump, qui a vraiment travaillé ça. C'est-à-dire qu'elle est passée de la pauvre des traductions des discours d'Obama qui étaient limpides, sublimes, etc. Et puis un jour, on lui a donné le premier discours de Trump en disant voilà, il faut traduire ça. Et elle était ahurie, elle a rendu le texte, son rédacteur en chef lui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle m'en a parlé. C'est là que je me suis dit mais je connais ça, je connais ce phénomène. Voilà. Et donc d'abord j'ai écrit un premier papier qui s'appelait La force de l'incohérence pour une revue américaine. Et ensuite, on a travaillé ensemble, on donne des cours ensemble maintenant à l'école de traduction sur ce sujet-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le langage totalitaire quand il prend la forme de ce fouillis-là? Il a d'autres caractéristiques que le fouillis, on en reparlera, mais cette espèce d'incohérence fondamentale, c'est vraiment un trait entre les deux discours qui est incroyable. Ce qui ne veut pas dire, je le dis tout de suite, que je fasse une assimilation entre les deux personnages, parce qu'il y a énormément de différences, de conditions, etc. Mais sur le langage, c'est ahurissant. Et il y en a plein d'autres qu'on va voir après. Oui, et d'ailleurs, tu fais bien de le préciser, c'est vraiment ce qui nous intéresse ici, c'est le langage comme outil de conquête du pouvoir. Et donc, on se rend compte que Trump, dans tous les cas, le parcours politique de Trump, c'est quelqu'un qui arrive, qui est la conclusion d'un mouvement. Ce n'est pas né avant lui. Et donc, il se retrouve au bon endroit, au bon moment, et il va chercher de partout dans sa construction du personnage, au-delà de sa fascination personnelle, hein, qui est désormais établie par son ex-femme, qui est établie par ses anciens généraux. Il a une fascination personnelle pour Hitler. Et apparemment, ce sont des documentaires c'est des sujets qu'il a regardés à la télévision, alors que c'est quelqu'un qui ne lit pas et qui ne fait pas grand-chose. Il a cette fascination-là en lui, mais on sent que ça soit lui ou les personnes qui sont derrière lui, tout ça a été étudié dans le mécanisme de prendre le pouvoir. On s'est dit, voilà, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui est resté. Comment il a fait? Quels sont les éléments? Que ce soit des éléments de langage, dont qu'on va explorer ensemble, mais aussi de la mise en scène à l'image, qui est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlera dans la deuxième partie de l'émission sur l'utilisation de certains thèmes musicaux, par exemple. Tout ça, Trump, c'est la synthèse de tout ce qui s'est passé avant. Hein, donc, lorsqu'on vous dit que c'est important d'étudier l'histoire, c'est aussi une autre facette. C'est la synthèse de tout ce qui a été utilisé avant et qui a marché et qui est remis à la sauce. C'est un travail de producteur. Trump, ce que je dis toujours, c'est pas un vrai homme d'affaires, c'est pas un politicien, mais c'est un vrai bon producteur qui a compris les mécanismes du pouvoir de l'image et donc du pouvoir du discours. Donc de ta traduction, tu as sorti un petit ouvrage qui se lit, qui est extrêmement fascinant et que je mets et que je conseille à tous nos spectateurs aujourd'hui de la chute, qui s'appelle Traduire Hitler, qui raconte donc ton expérience sur ce travail-là.
sur tes difficultés, sur tes batailles, parce que justement, je voudrais faire une parenthèse sur l'analyse Trump et donc l'utilisation de ces stratagèmes et de ce vocabulaire. Euh, pour m'intéresser à toi, comment on arrive, parce que j'ai longtemps écrit des livres d'enquête et j'ai arrêté. Une des raisons qui ont fait que j'ai arrêté, c'est que euh, euh, j'en perdais le sommeil. Je n'arrivais plus à vivre avec les sujets sur lesquels j'étais en train d'enquêter. Je me souviens entre autres avoir fait un livre sur la criminalité organisée et je faisais des cauchemars toutes les nuits. Donc à un moment, je me suis dit, soit je deviens fou, soit je passe à autre chose. Toi, et pas simplement pour ce livre-là, tu as traduit justement plusieurs ouvrages sur le Troisième Reich et entre autres un ouvrage sur la médecine nazie. Comment on cohabite avec ça? Comment on cohabite avec la traduction de l'horreur? Avec la distance du métier, de la profession. Moi, je compare souvent, enfin, ils sont beaucoup plus doués que moi, mais je me compare souvent à un médecin qui voit des malades toute la journée, des sales maladies, des gens qui vont pas bien, qui éventuellement vont mourir, et puis ben, ils font leur boulot quand même. Ce travail-là, je le fais en fait depuis ce sujet-là, je l'ai abordé en traduction il y a 35 ans à peu près, j'ai pas arrêté depuis. Je cours pas après parce que c'est toujours assez dur. Mais bon, on a des réflexes professionnels comme n'importe quel journaliste en a, qui permettent aussi de se protéger un petit peu. D'une certaine manière, le bouquin Traduire Hitler, ça a été mon paratonnerre, c'est-à-dire que je l'ai écrit après, à la fois pour me libérer un petit peu des 8 ans que j'avais vécu, et puis pour me libérer d'autre chose, qui a un rapport avec l'émission de ce soir, c'est que je l'ai écrit, on m'a demandé de l'écrire au moment où la campagne électorale en France commençait, et où tout d'un coup, tout autour de moi, j'entendais les mots que j'avais traduits pendant 8 ans qui ressortaient dans le discours d'hommes politiques, notamment à l'extrême droite. Et j'avais besoin d'écrire ça, j'avais besoin d'écrire à ce moment-là, à l'époque, attention, il se passe quelque chose. C'est une impression que malheureusement, c'est sacrément confirmé et que j'ai redéveloppé cette fois-ci, mais au niveau non plus historique, mais contemporain, dans La Coulée Brune. Voilà. C'est à peu près comme ça que je fais, c'est-à-dire qu'à la fois ça a été pénible de côtoyer ça, mais c'est surtout professionnellement pénible, c'est-à-dire que ce langage absolument insupportable qui est celui d'Hitler, traduire ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est à peu près la même chose que un grand reporter qui est chargé de faire un reportage de 4 pages sur les manèges de la foire du trône, quoi. Je veux dire, la matière est pénible, voilà. Non, c'est clair et j'ai fait évidemment encore une fois, ce n'est pas un parallèle, mais il y a des moments ici, c'est pareil quand je regarde tous ces discours sans fin de Trump et qu'en plus tu as la bonne grille de lecture parce que j'ai remarqué mon évolution je suis allé à mon premier rallye Trump en 2015. Donc, il était même pas favori d'ailleurs au sein du Parti républicain. Donc, j'ai eu une lecture des mots, j'ai eu une lecture viscérale parce que je me suis rendu compte que j'étais au milieu de la haine à ce moment-là. C'était vraiment spectaculaire. C'est vraiment des choses qui sont imperceptibles, mais que donc, je voyais qu'il avait ce pouvoir sur la foule. Et donc, à mesure, depuis 2015, les discours de Trump j'ai commencé à les analyser différemment avec des grilles de lecture, dont les grilles dont tu viens de parler, ces appels du pied, ou en tout cas son recyclage de méthodologies qui sont historiquement établies, tu vois. Et à partir de là, il y a des journées où c'est vraiment extrêmement difficile parce que tu te dis, mais est-ce que je suis le seul, hein, tout à l'heure on va en parler, est-ce que je suis le seul à voir ça? Non, le mot qu'il vient d'utiliser, la terminologie, la construction de sa phrase, c'est tout sauf l'effet du hasard. On voit, c'était assez troublant tout à l'heure lorsque tu as dit, lorsque le livre est sorti, on l'a absolument pas pris Hitler au sérieux en disant que c'était un clown, etc., etc. Il y a le même sentiment pour Trump et souvent l'analyse des personnes s'arrête là en disant ah ben de toute façon c'est un con et il fait n'importe quoi, il perd la tête, c'est l'âge, etc.
Alors que je peux te dire, et j'imagine que tu as le même sentiment quand tu traduis Mein Kampf, que tu te rends compte que non, il y a une méthodologie derrière ça, et en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de place au hasard. Il y a une volonté d'arriver au pouvoir par tous les moyens, et donc on le retrouve dans le vocabulaire. Parce qu'il y a un texte magnifique de Thomas Mann. Thomas Mann, c'était un conservateur allemand, mais il a fichu le camp à l'arrivée d'Hitler et il a mené un combat pendant toute la guerre contre lui. Et il a écrit un texte qui s'appelle Frère Hitler, qui est publié en français dans un recueil chez Grasset. Et il a cette phrase extraordinaire au début: ça n'est pas parce que ce type est une catastrophe qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Wow. C'est ce qui résume exactement le contraire, exactement le problème. Non, non, c'est exactement, exactement ça. Et donc, tu nous disais, donc tu as fait un deuxième ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire. Le temps ne m'a pas permis de le faire, mais vraiment, il est sur ma liste. Il y a eu deux ou trois autres livres d'auteurs qui sortent au moment sur ce thème-là, et je trouve que c'est formidable que ce thème soit exploré. Donc, c'est comment le fascisme inonde notre langue. Et là, je me dis, quand je lis des extraits de ton livre, euh, je me dis, mais tu es en train de décrire ce que moi je décris avec la chute. Au-delà de Trump, c'est la manière dont le vocabulaire des politiques, mais aussi des médias. Alors évidemment, ici, on a Fox News, mais pas que. On voit le même vocabulaire arriver sur toutes les chaînes d'influence, sur toutes les chaînes, y compris les grandes comme ABC, CBS, etc., etc., dans les journaux, dans la communication politique. Et donc, il y a eu ce glissement sur l'intégration de ce vocabulaire, sa normalisation aussi de ce vocabulaire dans notre sphère d'influence qu'on va retrouver dans des podcasts, qu'on va retrouver dans tout maintenant. Est-ce que toi, dans ton livre sur le côté français, c'est un phénomène où tu as pu, parce que moi c'est une de mes questions sur le côté américain, est-ce que tu as pu le dater, voir à partir de quel moment? Parce que, soyons clairs, Alors, je pense qu'on est d'accord, ça n'a pas commencé il y a un an ou il y a 2 ans. non. Pour moi, c'est un phénomène qui est déjà ancien. On a des garde-fous moraux en France qui étaient en place, euh, je vais prendre par exemple un président comme Jacques Chirac, qui a eu une phrase très très malheureuse sur le bruit et Et l'odeur, mais l'odeur, ouais, ouais. autrement, il a eu aussi des phrases extrêmement claires sur la nécessité de résister à l'extrême droite, de résister au racisme, etc. C'était quand même une tradition. En 2002, il y a eu, je ne sais plus combien, mais plus d'1 million de personnes à Paris qui ont défilé parce que Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour, alors que tout le monde savait à peu près qu'il y avait absolument aucune chance. Mais c'était simplement pour marquer le refus moral de ça, le refus du racisme, le refus de la haine. Et puis petit à petit, ça s'est dégradé. Pour moi, la première rupture au niveau du langage, aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est Nicolas Sarkozy. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il a une tactique politique qu'on connaît très bien maintenant, qui est la triangulation. C'est pratiquement lui qui l'introduit en France. L'idée, c'est puisque on est toujours dans des majorités un peu limites, allons piquer à l'extrême droite ses idées, on va la vider de son sang, et comme ça, on sera fort et on n'aura plus d'extrême droite en France, on aura pris ses idées, sinon ses actes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chez Sarkozy, pour moi, c'est le début de la désarticulation du langage politique. C'est-à-dire qu'on passe d'un langage qui est solide, même chez Chirac, je veux dire, qui n'était pas un grand intellectuel, mais on a un langage clair, solide, qui peut être mensonger, mais ça fait partie de la politique française depuis que la politique existe, Mhm. mais qui a en tout cas un discours à peu près clair et cohérent. Et chez Sarkozy, on se retrouve avec des phrases, mais absolument, j'en cite quelques-unes dans mon livre. Il y en a une que je connais presque par cœur, c'est pas parce qu'on a changé de conducteur qu'il faut renverser la table et repartir. Enfin bref. Des phrases qui sont totalement incohérentes, qui glissent un peu partout, y compris dans des conférences de presse. Personne ne comprend, tout le monde rigole, mais ça marque. La preuve, c'est que je le connais encore par cœur, 24 ans plus tard. Et deuxièmement, l'arrivée de la violence dans le langage. Donc la violence ordinaire dans la rue, casse-toi pauvre con,
la violence dirigée vers l'étranger. On va vous nettoyer tout ça au Karcher, et puis la violence d'une manière générale, le début d'une violence rampante contre l'étranger en général. C'est des glissements que j'essaie de décrire dans mon livre. Par exemple, on parle de travailleurs immigrés, puis d'immigrés, et maintenant de migrants. C'est plus court, ça veut plus rien dire, parce que entre quelqu'un qui est venu il y a 40 ans s'installer en France, qui a des enfants qui bossent, qui ont fait des diplômes, etc., et quelqu'un qui est arrivé après un voyage effroyable en bateau ou à travers l'Europe. Ici, il n'y a aucun rapport de fond. Ce sont deux situations totalement différentes, et on se retrouve avec un seul mot pour désigner tout le monde, ce qui est généralement très, très mauvais signe. Et on retrouve ça chez Trump. Hein, il fait exactement la même chose. Dernier point. Je vais t'interrompre une seconde. Tu viens de dire quelque chose qui vient me chercher. De ce recours à l'insulte, donc la violence en pauvre con, etc. Est-ce que c'est parce qu'on a un parallèle, on peut le voir tout de suite, Thomas, qui est tout à fait récent, lorsque il a attaqué Kamala Harris il y a quelques jours en meeting. On va le regarder tout de suite, où il lui dit « T'es une vice-présidente de merde ». C'est le mot qui est utilisé, hein, c'est extrêmement choquant. Et la question que je vais te demander, donc, en revenant de ça, est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve, que tu as retrouvé dans ta traduction et tout ton travail de recherche autour d'une traduction, évidemment, ouais. de Hitler? Il y a... Non, il y a la vidéo qui est partie. Attends 2 secondes, on va refaire la vidéo et tu me réponds tout de suite après. Vas-y, Thomas. Il y a un phénomène... And Crazy Bernie is radical left. And this one, Kamala, is further left than them. So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore. We can't stand you. You're a shit vice president. The worst. You're the worst vice president. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. You're fired. Get out of here. Voilà, donc c'était il y a quelques jours en Pennsylvanie. Vous remarquerez aussi que dans l'image derrière Trump, ce ne sont que des hommes. Hein, on revient à cette volonté de parler à des hommes et d'avoir cet électorat homme, y compris chez les démocrates. Je le disais ce matin, une étude en disant quelque chose qui a été complètement sous-estimé dans les sondages, c'est la manière dont des hommes démocrates vont aller voter pour Donald Trump, parce que ce discours masculiniste, ce discours machiste a une portée chez eux. Donc voilà, gardez ça en tête dans votre grille de pensée par rapport au 5 novembre. Donc ouais, donc sur l'utilisation, on voit il y a une violence dans le ton, dans la gestuelle, mais donc dans le mot. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve chez Hitler et chez les théoriciens du Troisième Reich? Alors, chez les théoriciens, non, mais on est sur deux domaines différents. Au point de vue théorique, les théoriciens du Troisième Reich, la réalité du Troisième Reich, elle a rigoureusement rien à voir ni avec Trump lui-même, en tout cas pour l'instant, ni avec son programme. Je veux dire, ce sont deux choses totalement différentes. Les parallèles, ils sont... alors, il y en a un qui est évident, c'est le 6 janvier. Hein, c'est l'utilisation de la violence, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Au niveau du langage, le premier point, et ça c'est utilisé à la fois par Hitler, par Goebbels, qui était son propagandiste en chef et qui avait un langage tout à fait différent, mais avec des techniques extrêmement modernes et notamment des phrases d'une violence absolument inouïe, c'est la transgression. C'est-à-dire que pour s'imposer, pour casser les règles morales qui font que l'antisémitisme en Allemagne avait été, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, et disons jusqu'à la fin de la guerre de 14, avait été mis sous le tapis, qu'on n'en parlait plus, et qu'il existait relativement peu. Pour faire tout ça, il faut faire exploser les codes. Et pour faire exploser les codes, on va utiliser un langage violent, grossier, extrêmement agressif, et c'est théorisé par Hitler. Hein. Il écrit, c'est dans Mein Kampf, il y a un passage qui est vraiment, qui résume à la fois tout ce qu'il a été, mais toute notre époque. Hein. Il écrit ça en 1924. Donc, j'ai adopté ce point de vue, peu importe qu'il se moque de nous ou qu'il nous injurie, qu'il nous accuse d'être des pitres ou des criminels, l'essentiel, c'est qu'il parle de nous, qu'il n'arrête pas de s'occuper de nous, et que nous apparaissions peu à peu aux yeux des ouvriers eux-mêmes, réellement,
comme la seule puissance avec laquelle se déroule aujourd'hui encore une confrontation. Alors, il y a une autre phrase après, Ouais, c'est qui va impressionnant. aussi faire dans les oreilles de tout le monde un écho avec le discours d'hier. Ce que nous sommes réellement, ce que nous voulons réellement, nous le montrerons bien un beau jour à la meute juive de la presse. Voilà. Ça, c'est dans Mein Kampf. Et bon, c'est un texte qui est à la fois terrifiant et aussi extrêmement moderne, parce qu'en fait, c'est la première formulation réelle du buzz. C'est-à-dire, on se fiche totalement de ce qu'on dit. L'important, c'est qu'il y ait un bruit, un bruit permanent, qu'on parle de nous, qu'on s'indigne de ce qu'on dit, et que ça nous permette d'avancer. Et effectivement, ça s'est passé. Ouais, on occupe le terrain médiatique jour après jour. Et non, et c'est vraiment la clé de l'accession au pouvoir de Trump en 2016, sa présidence et puis sa campagne. Le seul moment où justement il s'est retrouvé en difficulté, ce qui a permis à Kamala Harris de creuser l'écart dans les sondages, c'est lorsque Biden a décidé d'arrêter la course à la présidence et que Kamala Harris est arrivée et que d'un coup toute l'attention médiatique était sur elle. Donc il n'existait plus dans ce moment-là. Je voudrais te montrer un deuxième extrait qui date de il y a 1 heure, donc qui est vraiment récent, où il s'adresse à son public en leur disant qu'ils sont un peuple supérieur, que ce sont des gens supérieurs. Et pareil, qu'on fasse le même exercice, on va regarder d'abord la vidéo, de faire le même exercice, de savoir si c'est quelque chose qui est une stratégie établie, connue, que tu as vu dans ton travail. Thomas, la vidéo. You're superior people, okay? Not garbage. You're superior people. Donc voilà, Superior People, est-ce que c'est quelque chose donc de sortir de sortir dans le cadre de la société ces personnes-là en disant vous êtes meilleurs que le reste de la société qui est constituée de libéraux, de journalistes, de démocrates, de pédophiles et de migrants. En gros, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a un écho chez toi? C'est un parallèle qui est sur le fond, enfin sur la forme, sur le langage existe très clairement. Hitler, il parlait de Herrenrasse, la race des seigneurs. Sa théorie, c'était que le peuple allemand arien, ce qui est une imbécilité noire. Il n'y a jamais eu d'allemand arien, les ariens c'était persan. Il n'avait rigoureusement rien à voir avec ces bandes. Mais la tactique, la stratégie qui a très très bien marché, ça a été de dire à une partie des Allemands, et là il y a un parallèle évident avec Trump, à une partie des Allemands, vous êtes le peuple, Sie sind der Volk, et à vouloir créer ce que les Allemands appelaient la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire la communauté du peuple. C'était une communauté qui était définie d'abord par l'arianité, donc ça voulait pas dire grand-chose. En gros, ça voulait dire qu'on n'était ni juif ni tzigane, du point de vue racial entre triple guillemets. Donc ils définissaient ça d'abord comme ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il fallait pas être homosexuel, il fallait pas, donc je l'ai dit, être tzigane, il fallait pas être artiste dégénéré, qui est une expression aussi qu'on entend beaucoup en ce moment en France et aux États-Unis, et il fallait pas être arbeitsscheu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas envie d'aller travailler. On traduit ça par réfractaire au travail. Ayant exclu tous ces gens-là, il se trouvait avec une communauté qui était la sienne, donc qui était politiquement, qui est devenue la sienne assez vite. Hitler, quand il arrive au pouvoir, il n'est pas politiquement très fort. Il a remporté des élections en 1930 de manière assez importante. Il y a des élections en 1932 où son parti est en baisse. Et en fait, il n'a jamais été élu, lui. Il n'a jamais été majoritaire au Reichstag, au Parlement allemand. C'est une conjonction d'un magnat de la presse qui s'appelle Hugenberg et du gâtisme du président du Reich qui est Hindenburg, qui vont faire qu'on va décider de le nommer, de le mettre en place en se disant, de toute façon, dans 6 mois, ça sera fini. Il est tellement idiot qu'on va pouvoir récupérer ses troupes assez facilement. On sait que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Et du coup, je ne sais plus du tout où j'en suis. La question. Non, la question, c'était sur le fait de mettre en avant ce peuple d'élus. Voilà, tu disais donc du coup de construire une base, en fait. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça lui permet de construire sa base. Pour dire aux Allemands,
vous êtes la race supérieure, c'est à vous qu'appartient le monde et on va aller le conquérir ensemble. Voilà. La réalité, c'est que sa race supérieure, il va l'envoyer au casse-pipe. Hein. Il y a un nombre de millions de morts allemands qui est absolument phénoménal. Je crois que c'est 12 millions, mais je ne suis pas absolument sûr du chiffre. C'est-à-dire qu'il va, en gros, à la fois exterminer toute la population qu'il a déjà exclue, communistes, socialistes, essentiellement les juifs, mais aussi les tziganes, les homosexuels, etc. Mais dans sa population dite supérieure, il va faire un massacre. Ça, c'est quand même, il faut le dire, ça, pour l'instant en tout cas, c'est une énorme différence avec la politique qu'a menée Trump pendant les 4 ans où il a été au pouvoir, très clairement. Mais la volonté de définir une communauté très centrée, ciblée, concentrée, si j'ose dire, sur des gens qui sont à la fois ses partisans, parce que c'est quand même le premier critère, qui sont de préférence blancs, après ça évolue parce qu'il a aussi besoin des autres communautés, protestants, on a vu les images hier hallucinantes de cette prière collective, c'est quand même aussi l'idée de créer une communauté du peuple américain qui soit vraiment pure et noble et capable effectivement d'être supérieure aux autres et donc de diriger le pays. Ça s'appelle tout bêtement le suprématisme en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je t'ai interrompu tout à l'heure quand on parlait donc de la coulée brune, où tu disais que pour toi, ça remonte, la première incarnation importante, c'est Sarkozy. Est-ce que tu as le sentiment entre donc la présidence de Sarkozy et aujourd'hui qu'il y a eu une accélération de tout ça, donc de cette inondation de notre vocabulaire, de notre langue par ces terminologies fascistes. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu une accélération ces dernières années? Et si oui, elle est liée à quoi d'après toi? Alors, elle est liée à une perte d'inhibition, à mon avis. L'accélération, elle me paraît foudroyante. Elle est due au fait qu'une partie de l'extrême droite s'est détachée du Rassemblement national qui, tout en gardant un nombre de moutons noirs absolument épouvantable, tente quand même de se donner une bonne image, tente, hein, je dis bien, et de se donner une image. Donc, ça, à mon avis, ça ne correspond pas à la réalité, mais en particulier avec le discours de Zemmour, de Reconquête, etc., il y a eu de nouvelles barrières qui ont sauté, qui ont été condamnées en justice à plusieurs reprises, mais ça suffit pas. Je veux dire, ce langage, il se multiplie. Quand on parle de remigration, quand on utilise des mots comme ça, on ouvre des portes qui sont très très difficiles à fermer. Quand on dit que les jeunes mineurs arrivés en France en demandant le statut de réfugié sont tous, si je me rappelle bien la phrase, des criminels et des violeurs, il y a des barrières morales qui ont volé en éclats à ce moment-là. La grosse différence, à mon avis, avec ce qui s'était passé jusqu'en 2021, c'est l'irruption de ces explosions de tabous dans les médias audiovisuels et notamment dans des médias de divertissement. Là aussi, il y a des parallèles quand même intéressants. Goebbels, en 1934, a interdit à la radio allemande les discours politiques, les œuvres politiques au cinéma, etc. Il a préféré le divertissement. Et nous, on a vu tout d'un coup arriver ici des émissions qui étaient des émissions de divertissement, pas très bonnes, qui se sont mis à devenir des émissions politiques. Et le mélange entre les deux a été absolument détonnant. Je pense évidemment notamment à l'émission d'Hanouna. Et on a vu, ça avait largement commencé en 2021, avec un nombre d'invités d'extrême droite qui était absolument incroyable. Mais on a vu jusqu'où ça allait, c'est-à-dire que tout d'un coup, Hanouna s'est retrouvé délégué à Europe 1 pour assurer la promotion de Jordan Bardella. Ce mélange des genres entre le divertissement et la politique, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux aussi, parce que c'est ce qu'avait fait sauter Sarkozy, à mon avis. La politique, elle a besoin d'un minimum de solennité, de politesse, parce que si vous n'avez plus de politesse, si vous vous insultez beaucoup, il y a tout simplement plus de possibilité de dialogue. Or, la démocratie, c'est quand même le dialogue pour arriver, sinon à un consensus, du moins à des positions stables qu'on défend chacun de son côté en se respectant. La grossièreté, la violence du langage, elle fait sauter le respect. Et quand elle fait sauter le respect entre adversaires, elle fait sauter le respect pour tout le monde. Et donc, on se met à employer des mots pour désigner le demandeur de réfugiés, pour demander le demandeur de droit d'asile, pour désigner l'ennemi politique, enfin qui n'est plus qui devrait être un adversaire, qui devient un ennemi. On entend ce mot-là absolument partout maintenant. Ouais. Là, il y a une chute, hein, si j'ose dire, qui est vertigineuse.
Ouais, et justement, bon, c'est vraiment une discussion passionnante. Je te remercie et je vois les réactions dans le chat. Et donc, je ne veux pas, je ne veux pas faire d'interview ici conventionnelle et de suivre un conducteur. C'est vraiment une conversation entre nous deux. Et donc, quand tu dis ça, on a une communauté qui s'inscrit définitivement dans le combat démocratique, dans le combat pour la démocratie, que ce soit aux États-Unis, au Québec ou dans le reste de l'Europe et en France. Et donc, évidemment, sur le constat, je suis 100% d'accord avec toi et c'est même terrifiant parce que on se rend compte que c'est le même constat vu chez toi en France, vu ici aux États-Unis, le même constat historique. Donc c'est encore plus glaçant à mon avis. Mais par rapport à ça, la question qui me venait à l'esprit lorsque tu parlais de ce glissement qui s'est accéléré après 2021, à part d'éteindre la télé et de ne pas donner d'attention et donc d'argent et donc de cerveau disponible à ces médias-là. Euh, Comment on lutte face à ça? C'est quoi la réponse au-delà du constat en tant que citoyen, en tant que ici on utilise souvent, pour reprendre une citation de Robert F. Kennedy, le père de Waglett, comment en tant que citoyen on peut répondre à ce glissement, à cette fameuse coulée brune? Alors, chacun a sa réponse. Moi, j'écris des livres. Je suis passé l'autre jour sur France 5. J'ai passé à peu près une journée à effacer les messages d'injures de l'extrême droite sur Twitter, qui est d'ailleurs tous les mêmes. Euh, on assume ça, on n'est pas. Tu fais pareil hein, pour Trump. Je suppose que ça doit être assez joyeux de temps en temps. Il y a les citoyens qui ont des moyens, ben, l'écriture, la maîtrise du journalisme, la maîtrise des instruments techniques, de l'organisation, qui ont les moyens d'intervenir, et ceux qui le font le font activement. Tu as cité tout à l'heure, je crois qu'il y a 3 ou 4 livres au moins qui sortent, qui posent des problématiques qui sont pas la mienne, parce que moi je travaille vraiment sur le langage, mais il y a le livre de Salomé Saké, par exemple, qui s'appelle Résister. Il y a une vraie volonté de faire quelque chose. La France a réagi quand même au deuxième tour des élections législatives. Il y a eu une réaction qui était absolument imprévisible et très très surprenante. Des gens qui ont, alors que tout le monde était persuadé qu'on aurait Jordan Bardella comme Premier ministre le 8 juin, il y a eu une réaction incroyable. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des forces dans la société qui peuvent travailler et travailler très concrètement. Moi, je sais que dans ma circonscription, ici, je suis dans les Pyrénées, j'avais un député Renaissance qui avait décidé un ex-député Renaissance, qui avait décidé de rester au deuxième tour. Je lui ai envoyé un mail sur Twitter qui a été repris par tous les gens de la circonscription, et le soir même, il a démissionné. Voilà. Donc, il y a quand même encore des modes d'action. Après, j'en parle beaucoup dans mon livre aussi, et j'en parlerai encore plus dans le prochain. Il y a un trait commun à tous ces pouvoirs qui tentent de décerveler les gens par des émissions imbéciles, des discours stupides et du tricotage du langage. C'est la haine de l'éducation, de la formation, de l'art, de la culture, etc. Ça, c'est vraiment typique. Chez Trump, c'est évident. Aux dernières élections, et puis ça continue en ce moment chez nous en France, il y a une haine de l'instituteur, du professeur, de l'enseignant, qui s'exprime non seulement de plus en plus violemment, avec les professeurs wokistes, vous savez, enfin, tu sais, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. bon, il y a exactement la même chose aux États-Unis, et je suppose au Canada aussi, ce qui est une légende absolument extraordinaire. On donne à ces gens qu'on appelait ici les hussards noirs de la République de moins en moins de moyens pour travailler, de moins en moins de confiance, de plus en plus de pouvoir aux gens qui le contestent, et notamment aux parents qui n'ont absolument pas la technique ni la science de la pédagogie. Ils sont incapables de juger ce que c'est qu'un bon enseignement, pour la plupart. Euh, Tout ça fait que l'idée même de transmission d'un savoir qui va être utile, et qui va être utile politiquement, parce que quelqu'un qui est formé en philosophie, en histoire, en lettres, etc., il va avoir des points de repère pour dire, tiens, ça, ce que dit Trump aujourd'hui, c'est une énorme ânerie. Et de formation scientifique, parce que les deux vont ensemble, bien entendu. Voilà, donc je crois que le premier combat qu'on a mené, c'est un combat pour ça, pour l'éducation, pour la culture, pour le droit à la génération qui arrive d'avoir une éducation, une formation au moins aussi élevée que la nôtre, et ça veut dire du respect pour les enseignants,
qu'on paye les gens. Et en France, ils sont abominablement mal payés maintenant. On est dans les pires d'Europe. Ils travaillent dans des conditions matérielles très, très difficiles. Et en plus, maintenant, il y a vraiment de tous les côtés en politique, et je dis bien de tous les côtés, à peu près, et surtout à droite, enfin essentiellement à droite, et à l'extrême droite, il y a un mépris très profond pour ce qu'ils transmettent, la manière dont ils transmettent. Et un projet, qui est un projet qu'on trouve là plus seulement à l'extrême droite. Je pense en particulier à cette espèce de manie de l'enseignement physique, de la force, etc. qu'on a chez nous. Et ça, c'est chez Emmanuel Macron aussi. Le service national universel, les exercices physiques. Enfin bon, voilà. Et comment il s'est exprimé il a une expression mais absolument terrifiante, Monsieur Macron, pour désigner ça, le réarmement démographique, pour parler de la jeunesse française qui ne fait plus assez d'enfants. Donc, au lieu de se demander pourquoi les gens sont malades, pourquoi effectivement il y a de moins en moins de spermatozoïdes et d'ovules, et de faire un lien avec ce qu'on mange ou ce qu'on respire, Monsieur Macron proposait de faire obligatoirement des tests de fertilité aux jeunes Français. Voilà. Quand je vois des choses comme ça, je hurle parce que quand on connaît l'histoire, ce genre de voix, quand on commence à les emprunter, c'est terrifiant. Cela dit, ils n'en ont plus parlé depuis, et notamment depuis les élections. Ouais, ce que tu disais sur les enseignants, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement présent encore actuellement dans la campagne, parce que tu sais comment les campagnes marchent, c'est qu'on lance des concepts, on voit comment ils fonctionnent ou pas, et ce concept marche apparemment avec la base de Trump, c'est de dire que dans son prochain mandat, il supprimera le ministère de l'Éducation, que ce n'est plus nécessaire d'avoir un ministère de l'Éducation, qu'il suffira d'une personne qui s'assurera que l'anglais et uniquement l'anglais est enseigné. Et puis après, il dit, sinon, c'est aux parents. C'est les parents qui, chaque année, pourront, en fin d'année, virer les directeurs d'établissement si ils ne sont pas satisfaits des résultats, virer les profs s'ils ne sont pas satisfaits. Donc il y a cette fois, c'est évidemment, c'est complètement démagogique et populiste, mais ce sont des thèmes qui fonctionnent aujourd'hui. Alors cette phrase de Trump que je connaissais pas sur la nécessité de connaître l'anglais, elle est dans le chapitre sur l'éducation de Mein Kampf. Alors c'est pas l'anglais évidemment, c'est l'allemand. Et Hitler a tout un chapitre très long sur l'éducation où il traîne les enseignants dans la boue et où il dit qu'en gros il est complètement idiot d'apprendre des langues aux enfants puisque de toute façon ils sortiront jamais d'Allemagne, ils sont très bien là-bas. Et primo, et que deuxièmement l'essentiel c'est l'éducation physique. Voilà, c'est les deux grands thèmes du truc, mais là aussi, l'idée qu'il ne faut pas sortir du pays, qu'il faut rester enfermé chez soi et qu'une langue suffit largement, c'était dans Mein Kampf. Il y a malheureusement beaucoup d'autres choses, on n'en a pas parlé, mais il y a dans les termes qu'a employé Trump ces derniers jours, il y a eu des choses qui sortent directement du langage du Troisième Reich, le terme de vermine, pour désigner le Getziefer en allemand, pour désigner ses ennemis politiques, puisqu'il parle vraiment d'ennemis politiques, le sang américain contaminé par les migrants, comme il dit, c'est vraiment dans Mein Kampf, c'est dedans, en toutes lettres, et il y en a encore beaucoup d'autres comme ça. Et quand il parle d'exterminer la vermine communiste, socialiste, etc., il utilise en anglais un verbe qui est out, et out, ça se traduit en allemand par ausrotten, c'est exactement la même racine. Et ausrotten, c'est aussi exactement le terme qu'on a utilisé pour désigner de manière discrète au début l'éradication, parce que c'est ça que ça veut dire, des Juifs. Voilà. Donc les parallèles verbaux sont aussi parfois assez ahurissants. Ouais, ce qui ne veut pas dire qu'il vas-y. y a un parallèle réel en politique, mais dans l'utilisation des mots, des techniques, des méthodes verbales, bien sûr. Il y a des parallèles qui sont flagrants. Justement, on va regarder une vidéo de ce vocabulaire qui est justement que l'on retrouve chez les deux. C'est une vidéo qui a été faite par je pense peut-être le Daily Show, je ne sais plus, par un média américain. Et tu vas voir, c'est extrêmement troublant et ça reprend certains des exemples que tu as cités. On regarde ça tout de suite. We pledge
that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. I'll use the word animal because that's what they are. You got to get these people back where they came from. You have no choice. You're going to lose your culture. You're going to lose your country. Does anybody believe in genes? Do you guys believe in genetics? A murderer, I believe this. It's in their genes. And we got a lot of bad genes in our country right now. It's the enemy from within, all the scum that we have to deal with, that hate our country. I am your retribution. I am your retribution. C'est troublant. Oui, Hein. c'est frappant. Ouais. Ouais. C'est plus que troublant, c'est frappant. Il y a dans le chat, il y a un de vos auditeurs qui demandait est-ce qu'on peut en conclure qu'il a lu, qu'il a eu Mein Kampf à sa table de chevet. Je crois même pas. Je pense qu'il y a des gens autour de lui qui lui font ses discours, qui lui donnent ses trucs et qui eux ont étudié le problème. Ouais. Je pense pas que lui, ça soit son cas. Bon. Après, il faut quand même rappeler aussi qu'il y a une filiation assez terrible hein, chez Trump. Son père a été arrêté en 27 dans une manif du Ku Klux Klan. Bon, c'est quelqu'un qui a quand même grandi là-dedans aussi, d'une certaine manière. Je l'ai entendu dire l'autre jour quelque chose d'ahurissant. Il disait mon père m'a dit ne prononce jamais le mot nazi, ne parle jamais de nazi, ne dis jamais nazi, ne dis jamais ça. Mais c'est quoi cette phrase? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Voilà. Et dans ma tête, je me suis dit mais c'est que voilà, c'est une manière de pas évoquer les vieux souvenirs familiaux peut-être. Ouais, non, il y a cette dimension. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il parle de son père en disant que c'était un homme fort, droit, hein, parce que c'est l'image qu'on veut projeter. Et puis, après, de dire, justement, il m'a dit ne jamais prononcer le nom de Hitler, jamais utiliser le nom de nazi. C'est troublant. On a un deuxième montage qui, justement, à certains de ces extraits. On va encore le regarder et puis après on va rentrer justement si tu as toujours du temps hein, d'ailleurs Olivier hein, c'est tellement passionnant que moi de mon côté je sais que le chat aussi on a envie de continuer mais en tout cas voilà je voudrais que tu regardes cette vidéo. On va retrouver de ces termes là et après je voudrais justement qu'on refasse le tour de ces termes et qu'on parle de la référence aux gènes. On en parlera tout à l'heure. Vas-y, Thomas. I'm going to be a dictator for one day. Proud Boys, stand back and stand by. My email, my cell phone was doxxed. They have had video panel trucks with videos of me proclaiming me to be a pedophile. A 20-something tech in Gwinnett County today has death threats and a noose put out saying he should be hung for treason. We will pass critical reforms making every executive branch employee fireable. It's poisoning the blood of our country. You're supposed to not be involved in that. You just have to be asked by the governor or the mayor to come in. The next time, I'm not waiting. If I happen to be president and I see somebody who's doing well and beating me very badly, I say, go down and indict them. They'd be out of the election. As we completely overhaul the Federal Department of Justice and FBI, we will also launch sweeping civil rights investigations into Marxist local district attorneys. The radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. They are truly the enemy of the people. Ouais, je voulais justement qu'on termine sur ce concept qui est vraiment au cœur de la campagne de ces derniers temps, y compris la campagne de Kamala Harris. C'est à la fois ce terme de ennemi du peuple et ennemi de l'intérieur, hein, ce fameux ennemi within. Il a d'ailleurs été interrogé il y a quelques jours où Fox News lui a donné la possibilité de reprendre ce terme-là et on va voir le bandeau justement lorsqu'il est passé à Fox News ce week-end où il l'assume complètement ce terme de enemy within. Donc on voit, hein, donc il ne veut pas en sortir. C'est une expression volontairement utilisée par Trump. Ce n'est pas un incident de langage, un accident de meeting. Ces deux concepts, l'ennemi du peuple et l'ennemi de l'intérieur, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve j'imagine, donc on retrouve chez Hitler et j'imagine qu'on retrouve dans Mein Kampf aussi, non?
Alors, tout à fait. On peut décomposer juste un tout petit peu. Déjà, l'idée de l'ennemi, c'est un terme qui est développé par Carl Schmitt. Carl Schmitt, c'était un des penseurs de la révolution conservatrice qui a précédé ou qui a ouvert la porte au nazisme, un peu comme en France, le mouvement de la révolution conservatrice a ouvert la porte au néofascisme lepéniste, si vous voulez. Ce sont des penseurs. Carl Schmitt est un très grand juriste qui va d'ailleurs le rester pendant le nazisme et après la guerre. Il contribue à la constitution allemande, ce qui est assez ahurissant. Mais c'est lui qui, le premier, pense ce qu'il appelle la définition de l'ennemi. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas d'adversaire. Il faut commencer par faire une Feindbild, une définition de l'ennemi très précise pour pouvoir l'affronter. Donc déjà, la notion d'ennemi en politique, elle s'impose avec eux. Elle n'est pas évidente partout. En France, on n'en est pas encore à parler d'ennemis, même entre les deux extrêmes. Je veux dire, le terme n'est pas utilisé, heureusement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ennemi du peuple. Ça, en allemand, c'est Volksfeind. Donc, c'était effectivement un terme nazi qui désignait les gens qui, au sein de la communauté du peuple ou à l'extérieur, était hostile en fait à l'État nazi. Elle a été reprise après, on la retrouve en Allemagne de l'Est, et ça a été repris après dans l'histoire, et ça vient de plus loin. Je veux dire, la notion d'ennemi du peuple, vous le trouvez aussi pendant la Révolution française. Il n'empêche que c'est quand même aussi un terme nazi. Quant à la notion d'ennemi de l'intérieur, alors elle est plus ancienne ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Raymond Marcellin. Ouais, c'est lui qui bien avait sûr. popularisé cette voilà. Mais l'idée qu'il y ait des gens qui, par leur activité, soient hostiles à cette espèce de peuple constitué dont on a parlé tout à l'heure, de peuple supérieur, c'est une idée profondément fascisante. Enfin, ça veut dire qu'il y a un peuple qui est constitué non seulement par une entité nationale. Alors là, on est dans la Révolution française, la nation, c'est la France, et il n'était pas question, quand les révolutionnaires parlaient d'ennemis du peuple, il n'était pas question d'une agression contre une communauté donnée, mais contre l'ensemble de la nation. Là, Trump dit, vous êtes supérieur, et l'ennemi du peuple, c'est votre ennemi. Donc ça peut être le migrant, ça peut être même les juifs, on n'en a pas parlé du tout, mais il a eu des phrases sur les juifs ces derniers jours. Enfin bon, il faut examiner la tête des juifs qui voteront pas pour moi. Si je suis pas élu, ça sera en bonne partie la faute des juifs. Ouais. Ce sont des propos qui, aux États-Unis, je crois, sont ahurissants. Et si on les tenait en France, ça ferait un scandale sans nom. Enfin, j'espère encore. Donc, il y a cette idée-là que on est effectivement une communauté qui est en fait la communauté MAGA dans sa tête. C'est tout. C'est une toute petite communauté, très réduite, complètement enthousiaste. En gros, l'idée d'ennemi du peuple comme il l'entend, c'est une idée qui relève du système de la secte. Voilà, et qui en plus entretient la paranoïa de ses membres. Donc c'est très efficace. Effectivement, ça vient entre autres du nazisme, mais c'était un terme qui jouait un rôle très très important sous le nazisme. Il y a un autre thème qui est un parallèle, et on en a déjà vu un extrait. On va en voir une deuxième vidéo qui date de 2020, donc pour vous montrer que c'est quelque chose qui n'est pas récent. On va même voir une vidéo un peu plus ancienne ensuite. On a consacré une émission sur ce sujet, sur l'obsession de Trump pour l'eugénisme, pour les gènes. C'est quelque chose qui a toujours été constant chez lui, même avant son entrée politique. Donc, tu vois, même si je suis d'accord, comme tu l'as dit tout à l'heure, de cette idée que on ne sait pas si Trump a lu et étudié Mein Kampf, mais ce qui est certain, c'est que on sait qu'il y a des personnes autour de lui qui lui donnent les bons éléments de langage pour dans l'idée d'une conquête de pouvoir. Je suis même assez persuadé que si ces éléments de langage venaient de Staline ou de n'importe quel autre dictateur, de n'importe quelle autre couleur politique, si c'était quelque chose qui lui permettrait d'arriver au pouvoir, il les utiliserait aussi. Il y a ce côté complètement pratique de la chose. Mais sur certains thèmes, on voit que c'est une obsession. Et donc justement, Thomas, on va commencer sur ça. Avant de regarder Trump en 2022, ce montage de Trump à travers les âges, on va dire, avant même, lorsqu'il est un homme d'affaires tout simplement, et qu'il met en avant cette pureté génétique. On regarde ça.
the right genes. I have a certain gene. I'm a gene believer. Do we believe in the gene thing? I mean, I do. I have great genes and all that stuff, which I'm a believer in. Well, I think I was born with a drive for success. I was born with a certain intellect. The fact is, you have to be born and blessed with something up here. God helped me by giving me a certain brain. It's this. It's not my salesmanship. It's what? This. You know what that is? It's the brain power. I have Ivy League education, smart guy. I have like a very, very high aptitude. I'm pretty good at English. I always did very nicely in English. I mean, like, I'm a smart person. You're born a fighter, and I've seen a lot of people, they want to fight, but they can't. Some people cannot genetically handle pressure. I always said winning is somewhat maybe innate. Maybe it's just something you have. You know, you have the winning gene. Frankly, it'd be wonderful if you could develop it, but I'm not so sure you can. You know, I'm proud to have that German blood. There's no question about it. Great stuff. En plus, on termine sur sa phrase où il parle... pendant très longtemps, il faut savoir que les origines allemandes de Trump, ça a été un des plus importants secrets de son parcours politique. En 2016, il refusait d'en parler. Ça a vraiment été, entre ça et sa déclaration d'impôt, c'était le sujet qu'il ne voulait absolument pas aborder. Et c'est la seule vidéo qui existe où publiquement il dit j'ai ce sang allemand en moi. Vous savez, le sang allemand, c'est good stuff, c'est du bon truc. Au-delà de ça, ce discours évidemment, il y a un écho avec l'idée, donc il y a l'intelligence, on en parlait en introduction de cette émission, mais cette volonté d'une race supérieure. Et donc, qui dit race supérieure dit aussi race inférieure. Oui, tout à fait. Je suis encore sous le choc là de l'accumulation de ce que je viens d'entendre. C'est totalement ahurissant. Je pense, et c'est pour ça que j'ai rapidement parlé de la généalogie de Trump quand même. Bon, ils sont en 27. Son père est au Ku Klux Klan, ça c'est de notoriété publique. Il est arrêté pendant une manif. Il est bon. Ça veut pas dire qu'il lisait Mein Kampf. Ça veut dire que, comme beaucoup d'Américains à l'époque, il entend parler des idées de Hitler. Il entend la montée de Hitler. Et je pense qu'à un moment donné, il est tout à fait vraisemblable que cet ancien du Ku Klux Klan, je parle de son père, est aussi frayé avec des nazis américains. Il y en avait beaucoup, ils étaient puissants, ils étaient bien organisés et complètement autorisés. Donc il n'y avait aucune espèce de problème. Je pense aussi qu'il est tout à fait probable que dans sa famille, comme dans beaucoup de familles allemandes, suffisamment à l'extrême droite, enfin d'origine allemande, pour frayer avec le Ku Klux Klan, il y avait aussi les sources de Hitler, parce que Hitler n'a rien inventé, hein. Il est allé puiser notamment chez Gobineau, qui était un penseur français de la race et de l'évolution. Il est allé penser des concepts comme ceux qu'il développe, qui sont d'ailleurs scientifiquement d'une pauvreté absolument ahurissante, comme si il avait des gènes d'un bon cerveau. Enfin, c'est un déterminisme ahurissant. Enfin, c'est un exemple maternel dirait plus ça aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des liens, il y a certainement une généalogie de ce côté-là, pas parce qu'il était allemand, mais parce que je pense que sa famille devait fréquenter à ce moment-là, et notamment son père, des gens qui ont diffusé ces idées-là, et que son père étant d'origine allemande, il est de la deuxième génération aux États-Unis, devait aussi être intéressé par ce qui se passait là-bas, très certainement, y compris en tant qu'homme d'affaires, puisque il y a eu beaucoup d'affaires qui sont faites à partir de 1933 avec le nazisme. Ouais, je suis assez convaincu par cette thèse que il a grandi dans cet environnement. Et que donc il a un terrain fertile. On va le réécouter sur ce sujet-là. En 2020, il est président des États-Unis à ce moment-là quand il parle, parce que je sais que il y a cette tendance française à essayer soit uniquement de se moquer, et donc on est dans le clown, alors que c'est un clown si on veut, mais extrêmement dangereux. On refuse de le décrypter, ou soit ça a été un des thèmes récurrents de cette campagne jusqu'à présent, un espèce de génie et de le normaliser aussi en faisant une espèce de candidat qui glissait vers le centre. Nous ici on constatait exactement le contraire et on voyait que dans les médias français on en faisait ça. On va l'écouter en 2020, président des États-Unis, sur cette question génétique. Their families, they were tough and they were strong. You have good genes, you know that, right?
You have good genes. A lot of it's about the genes, isn't it? Don't you believe? The racehorse theory, you think we're so different? You have good genes in Minnesota. Donc, il est dans un des États les plus blancs des États-Unis, hein, le Minnesota, où tu as, de tous les swing states d'ailleurs, c'est l'État où tu as le plus de population blanche. Il explique que les gens du Minnesota ont des bons gènes et il met en avant ce qu'on appelle la racehorse theory, donc la théorie du cheval de course, que si tu veux obtenir le meilleur cheval de course possible, tu ne dois pas faire de mélange. C'est très clairement un appel du pied à des thèmes que l'on retrouve dans le Troisième Reich. Tout à fait. Et puis, alors, on peut aller un peu plus loin. Hein. Je veux dire, moi, je me rappelle très très bien une déclaration de Jean-Marie Le Pen sur les sportifs, où il reprenait ces théories génétiques foireuses en disant que tout le monde savait que les Noirs couraient plus vite que les autres, etc. Bon, et que ça vise toujours à déterminer des communautés précises, parce que dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen, évidemment, ça voulait dire que les Blancs avaient beaucoup d'autres qualités bien supérieures à la course à pied. Et là, c'est pareil. Donc, il détermine une toute petite communauté, une Volksgemeinschaft, à laquelle qui brosse dans le sens du poil, ce qu'il fait à peu près partout avec tout le monde. Et il tient des propos qui sont, oui, c'est du gobinisme, enfin, complètement retardé. C'est de l'arriération mentale et encore plus scientifique. Ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire du point de vue scientifique. Par contre, du point de vue politique, c'est un discours très, très clairement raciste et raciste, eugéniste et biologiso-politique ou politico-biologique, qui rappelle effectivement des sales moments, hein, qui sont pas d'ailleurs forcément le nazisme, hein, ça avait commencé bien avant dans les pays scandinaves. Et ce genre de discours-là, vous le retrouvez à partir du début du XXe siècle, en Suède notamment, cette espèce de vision darwinienne et du monde, de ce qu'on a appelé le darwinisme social, c'est-à-dire des gènes de grande qualité vous permettent de mieux vivre dans la société où vous vivez. Voilà, c'est une vision complètement monstrueuse et surtout complètement imbécile, quoi. C'est que les gens se laissent prendre à ça, c'est ahurissant. Dans ton travail de traduction de Mein Kampf, évidemment, il y a tout un travail de documentation à côté. Est-ce que tu as réussi à trouver un moment ou un élément de langage qui fait que d'un coup, la bulle est percée? C'est-à-dire que là, le langage, les thèmes mis par Hitler, au début, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il s'adresse à sa base, à une toute petite base, un parti politique qui est en évolution. Tu parlais de cette catégorie ouvrière allemande, comme Trump parle à sa base, mais il y a un moment où les éléments de langage de Trump, d'un coup, percent la bulle et vont toucher une communauté plus importante. Et donc, c'est le vocabulaire qui le place après en position de prendre le pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire, avec laquelle tu peux faire un parallèle sur la montée vers le pouvoir de Hitler ? Alors oui, mais la bulle, elle dépendait pas d'Hitler en fait. Hitler a profité d'une série de crises économiques énormes. La crise de 23 en Allemagne est terrifiante. Et l'Allemagne va prendre la crise de 1929, mais alors en pleine figure pour une raison très simple, c'est qu'elle dépend, mais d'une manière extraordinaire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des investissements américains. Et que après le krach de Wall Street, l'Amérique va reprendre ses capitaux et laisser en fait l'Allemagne exsangue. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il monte. Donc c'est vraiment une percée économique. Et comme il s'adresse à des populations qui sont dans un état de détresse, mais effroyable, je crois qu'il y avait 7 millions de chômeurs en Allemagne à l'époque pour un pays qui devait compter une quarantaine de millions d'habitants, c'est énorme, c'est monstrueux. Et des chômeurs qui étaient dans un état de pauvreté, de détresse absolue. Et il va arriver là-dedans en leur disant, voilà, je connais l'ennemi, je sais qui vous a fait ça. Et il va dire, évidemment, comme il le dit toujours, parce qu'il n'y a que ça qu'ils connaissent, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est le juif. Et puis c'est aussi le communiste. C'est aussi les communistes qui nous ont donné le coup de couteau dans le dos. C'est les socialistes qui ont été les communistes. C'est voilà toutes les catégories de population. Et à partir de ce moment-là, quand il a désigné l'ennemi, hein, je reprends l'expression de Carl Schmitt, ça va se propager très très vite. Quand vous avez des populations en grande détresse
qui ont besoin d'un responsable, et quand vous en désignez un qui est à la fois abstrait mais présent, qui a des caractéristiques reconnaissables, bien qu'en Allemagne l'assimilation du judaïsme ait été faite de manière pratiquement totale à cette date-là, vous arrivez effectivement à mobiliser les foules et donc à diffuser après votre vocabulaire. Et il le fait, je le répète, de manière très répétitive, c'est-à-dire qu'il martèle toujours la même chose. Là, on a vu Trump répéter 45 fois le mot gêne, il faisait exactement la même chose. Et il le faisait sur les mêmes bases, c'est-à-dire des bases non scientifiques, une espèce de fumisterie pseudo-scientifique, pseudo-politique, pseudo-historique, en racontant absolument n'importe quoi. Et les gens n'étant pas formés pour ça, gobent ça sans aucune espèce de problème. En France, en ce moment, comme on n'est pas dans une situation de crise politique, on tente de faire la même chose avec un certain nombre d'autres techniques, par exemple l'exploitation du fait divers, et ça vous l'avez aussi aux États-Unis en ce moment. Mais en France, chaque fait divers qui met en cause quelqu'un qui n'a pas non seulement la nationalité française, mais même un prénom français, va donner suite à des vagues de protestations orchestrées par l'extrême droite, un viol, un meurtre, etc. Si par malheur, à la fois pour la victime évidemment, mais pour tout le monde, l'auteur est étranger ou d'origine étrangère, y compris à la 2e ou 3e génération, vous avez immédiatement une exploitation. Et c'est une exploitation qui devient maniaque sur les réactions qu'on a eu sur l'émission de remarquable de Thomas Snegaroff l'autre jour. Il y en avait une qui nous regardait et qui disait mais où sont les autochtones? Bon, il y avait Marc Weitzman, il y avait une juge de la CEDH, il y avait moi qui suis corse, mais c'est quand même bon, un peu puis avant la Révolution française. Et voilà, c'est-à-dire que toujours on va chercher effectivement le gène étranger qui explique que la personne est votre ennemi. C'est un réflexe qui est c'est un réflexe nazi, ça, très clairement. Ouais, et aux États-Unis, cette utilisation du fait divers, ce qui est intéressant, c'est quelque chose que je suis aussi avec en tant que journaliste. J'ai toujours été fasciné par ça. C'est que on a vu une évolution dans le sens où on va dire pendant mes 15-20 premières années ici, on cherchait le fait divers qui était mis en avant, c'était celui dont les auteurs du crime avaient des noms typiquement de la communauté afro-américaine, des Blacks. Donc, c'était vraiment ce qui était mis en avant. D'ailleurs, Trump, Thomas nous avait raconté son implication dans cette affaire de viol, pas lui directement, mais à Central Park, justement, où 5 jeunes portoricains et noirs avaient été désignés, dont Trump avait payé une page complète dans le New York Times pour demander qu'ils soient condamnés à la peine de mort. Donc, à l'époque, c'était ça. Et depuis que Trump est arrivé au pouvoir et que donc il a recentré le débat non plus sur le noir américain parce qu'il essaye d'en avoir parmi son électorat, mais en disant l'ennemi c'est le migrant, c'est-à-dire que même quand il parle de noirs, il précise ce sont des Congolais, c'est ce qu'il dit en ce moment. Ce sont des Noirs qui viennent du Congo qui posent du problème. C'est le Congo qui vient vider nos prisons, donc ce n'est pas des Afro-Américains. Et il y a cette volonté, on l'a vu, on a montré des meetings où c'était des Noirs américains qui allaient vouloir se battre avec des Haïtiens en disant en gros vous êtes en train de nous qui étions tout en bas de la société, en fait vous êtes en train de nous prendre le peu d'avantages qu'on avait. Et donc, dans le fait divers, maintenant, ce qui est mis en avant, c'est lorsque ce sont des noms de consonance hispanique. Donc, pour dire, vous voyez, c'est le danger, ce sont les gangs, ce sont les cartels, ce sont tout ça qui viennent de l'autre côté de la frontière. L'ennemi, c'est eux aujourd'hui. Donc, il y a eu cette évolution. Tout à l'heure, tu as parlé du travail de Bérangère Viennot, tu as parlé de cette difficulté à traduire Trump. Tu as parlé toi aussi de cette difficulté à traduire Hitler parce que c'est absolument illisible. Et c'est un point commun entre les deux discours. Ça fonctionne à l'oral, ça ne fonctionne pas du tout dans la transcription et à l'écrit. Et justement, cette stratégie de répétition de concepts simples. Il ne va pas répéter des choses extrêmement compliquées, mais on le voit tous les jours, c'est répéter en permanence 4-5 fois. C'est quoi
c'est quoi ce qui se cache derrière cette volonté de répéter en permanence la même chose c'est quoi? C'est pour convaincre son électorat, pour que le concept vienne s'installer dans la normalité? Oui, certainement. Certainement. C'est-à-dire qu'on prend des mots qui sont... Bon, on peut prendre le mot de migrant, par exemple, hein, qui est pas... Il y a 10 ans, c'est un mot qui était très, très peu utilisé et qui maintenant est devenu... bon, il est en anglais comme en français. C'est un mot qui est court, qui est sec, qui est très vague. Et ça, c'est la caractéristique aussi du langage totalitaire, c'est de désigner des populations de manière extrêmement vague pour pas rentrer dans les détails, parce que le détail, c'est l'ennemi du totalitarisme. À partir du moment où vous commencez à discuter sur les nuances, c'est fini. Il peut plus fonctionner. Donc, on prend ce que faisait Hitler à longueur de Mein Kampf et à longueur de discours, on prend quelques thèmes très courts, très brefs, qu'on va ressasser ressasser ou affiner, puisqu'on voit que Trump, dans ses discours, reprend à peu près les mêmes mots, mais il y a par exemple, en ce moment, il y a une montée très très nette de la violence verbale, dont il pense qu'elle peut lui servir. Je pense qu'il se trompe lourdement, moi, mais il pense qu'elle peut lui servir. Ouais, je vais y revenir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission sur cette violence verbale qui peut le desservir d'une manière générale, on va dire d'une manière d'un électorat normal, mais qui est aussi l'envoi d'un signal en permanence, presque d'un ordre de préparation à un combat pour une certaine partie de ses supporters. Je suis allé récupérer une vidéo justement en me disant, est-ce qu'il existait un moment où Donald Trump a parlé publiquement de Mein Kampf. Je me suis dit, c'est pas un cadeau que je te fais, hein, soyons clairs, mais je me suis dit, avec ta présence, ça serait bien d'aller voir ça. Et figure-toi que j'ai trouvé un discours où il essaye de se justifier sur le fait qu'il n'a pas lu Mein Kampf. Son ancienne femme, tout à l'heure on parlait de table de chevet, au moment de son divorce, Marla Maples, et Trump a fait énormément d'efforts. D'ailleurs, il a utilisé Cohen, donc son avocat à l'époque. C'est lui qui s'est retourné contre lui maintenant dans le cadre de l'affaire dite Stormy Daniels, pour empêcher que ces documents du divorce sortent. Il y en a certains qui ont été filtrés, qui ont été fuités au New York Times, dont celui où elle disait que c'était pas Mein Kampf, mais qu'il avait un autre ouvrage de Hitler à sa disposition. Mais là, je t'ai trouvé la vidéo de Trump en train de parler de Mein Kampf. On écoute ça tout de suite. It's crazy what's going on. They're ruining our country. And it's true. They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country. They don't like it when I said that. And I never read Mein Kampf. They said, oh, Hitler said that in a much different way. No, they're coming from all over the world, people all over the world. We have no idea. They could be healthy. They could be very unhealthy. They could bring in disease that's going to catch on in our country, but they do bring in crime. But they have them coming from all over the world. And they're destroying the blood of our country. They're destroying the fabric of our country. And we're going to have to get them out. We're going to have to get mass numbers of these, especially the criminals. They're coming from jails, prisons. They're coming from mental institutions. They say, please don't say the words insane asylum. But I have to say it. They're emptying out the insane asylums from all over the world. Why would... Alors, ce qui est ironique, c'est que c'est peut-être... de tous les discours que j'ai entendus de Donald Trump, et crois-moi, j'en ai écouté vraiment beaucoup, c'est peut-être le moment le plus condensé d'appel du pied à de la propagande nazie. Hein, il y a tous les termes, ils sont tous là. Le seul qui manque, et il a ressorti, et il le sort depuis une semaine, c'est le terme de « notre pays est infecté ». Hein, donc, on est vraiment dans le côté vermine. Donc, il y a tout ça.
On a tous ces thèmes-là de la fabrique du pays, du sang du pays qui est empoisonné, l'expulsion des ennemis, les malades mentaux, etc., etc., hein, les asiles de fous et tout le reste, pour dire que non, finalement, ce qu'il dit, ça ne vient pas de Mein Kampf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il précise quand même dans sa phrase que, en fait, Hitler le dit, j'ai plus la formule exacte, in a much different way, ce qui, je n'ai toujours pas réussi à comprendre. Je comprends les mots, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire à ce moment-là quand tu dis, voilà, ce n'est pas vrai, je ne lis pas Mein Kampf, parce que Hitler, ce qu'il dit d'une manière différente. Comment tu peux dire je n'ai pas lu Mein Kampf et en même temps de faire une sorte en 3 mots, une espèce d'analyse critique. Mais bon, en tout cas, c'est juste une petite parenthèse. Tu en penses quoi de cet extrait ? Il est stupéfiant. Bon, d'abord, c'est toujours, quand il tient un raisonnement, je veux dire, c'est quand même ahurissant, quoi. L'espèce de bouillie intellectuelle que c'est phénoménal. Et je trouve sa gestuelle est tellement, cette manière qu'il a on voit pas ma main. De jouer de l'accordéon invisible, hein. Et après de faire la wave. C'est pas l'accordéon, c'est le serpent. C'est très, très bizarre. C'est encore, j'avais jamais remarqué ce geste-là chez lui. Et c'est quand il parle de cette espèce d'invasion fictive de son pays par des immigrés. Je peux rien en penser. C'est tellement bon. Ça revient à ce que je dis depuis tout à l'heure. Je pense que c'est quelqu'un qui a au moins un langage très imprégné par toute l'histoire, tout le vocabulaire du fascisme. Je pense qu'il a au moins montré une fois qu'il en avait aussi, là, c'est le 6 janvier, qu'il avait aussi des méthodes qui pouvaient en être très très proches. Et ces défenseurs actuels qui nous disent oui, mais il a été là pendant 4 ans, il a pas attaqué la Pologne, il a pas tué de juifs. Historiquement, ils ont pas tort. Il a quand même fait une vraie tentative de coup d'État, où il a en tout cas suscité, qui est absolument incontestable. Et ce qu'il dit en ce moment est, à mon avis, encore beaucoup plus dur et beaucoup plus violent que ce qu'il annonce. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les témoignages de ceux qui l'ont connu. Moi, c'est les généraux qui parlent. Kelly, par exemple, tout ce qu'il dit, c'est ahurissant. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que la société américaine a évolué. Je lisais hier dans le Canard la semaine dernière, le Canard enchaîné, un article de Serge Chalandon sur une émission de télévision concernant les bibliothèques. On a un nombre de livres interdits maintenant aux États-Unis qui commence à devenir extrêmement préoccupant. Je veux dire, en 2016, il n'était pas sur ce terrain-là, et maintenant il y est sur un terrain où il a gagné sa lutte sur l'avortement, où on surveille les gens pour vérifier qu'ils passent pas d'un état à l'autre pour aller dans une clinique où c'est autorisé, où on surveille les livres, où il y a des contrôles des lectures dans les bibliothèques. Ça, c'était pas là en 2016, et maintenant il l'a à sa disposition. Donc voilà, ça fait tout ça pour moi, et ce passage qu'on vient d'entendre, mais qui doit dater de la dernière fois, je pense. Non, c'est il y a quelques mois en fait. C'est cette campagne. Il avait forcé là sur la couche de maquillage, alors on a l'impression qu'il est plus jeune. C'est exactement ça, le maquillage. Non, moi, franchement, je trouve qu'il est extrêmement inquiétant. Et alors, j'ajoute aussi, là, en tant qu'Européen, que ce qui est inquiétant chez lui en ce moment pour les États-Unis devient une immense inquiétude chez nous. Enfin, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir va faciliter le travail d'un certain nombre de personnages très très peu recommandables. Je pense en particulier à Orban, à Meloni, et puis chez nous à Le Pen. Politiquement, ça va les aider considérablement, et ce sont des gens qui travaillent à peu près tous sur les mêmes registres. Ouais, ce que tu disais, tout était vraiment intéressant, mais ce que tu viens de dire sur cette radicalisation et comment c'est en train de devenir beaucoup plus inquiétant, c'est justement ce passage de MAGA à Dark MAGA, dont je vais parler en deuxième partie d'émission, hein, de ce mouvement au sein de MAGA, justement encore plus radical, encore plus radicalisé aussi, encore plus extrémiste, et le fait que Trump, ces 2 dernières années, et ces derniers mois surtout, a complètement embrassé ça, et c'est pour ça que on a Kelly et des généraux. Moi, ce qui m'effraie dans les déclarations de Kelly, c'est les motivations à parler. Il y a ce terme de plusieurs généraux
de Trump qui explique qu'ils sont scared shitless. Ils se font dessus à l'idée de savoir que Trump va retourner, peut retourner au pouvoir. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Je voulais terminer entre mon temps. Alors, peut-être la photo va te parler ou peut-être pas du tout. C'est pas très grave, c'est pas un test. Je te rassure. Je voulais te montrer une photo publiée par Elon Musk dimanche avant son intervention justement dans ce fameux rallye de la haine du Madison Square Garden. Où il affiche déjà le fait que lui, il est dark MAGA. Je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. C'est pas un mouvement de mode, hein, contrairement à ce qui est lu de partout. C'est pas simplement parce que d'un coup vous portez une casquette noire à la place d'une casquette rouge. Je vais pas faire un parallèle entre justement l'organigramme nazi où il y avait une partie qui était au niveau des SS, qui étaient les purs et durs, si je peux me permettre ce résumé-là. Mais donc, non seulement il est Dark MAGA, mais on va voir la photo qu'il a publiée donc c'est pas un faux, cette photo qu'il a publiée dimanche sur Twitter, évidemment, sur X, évidemment, ce n'est pas un hasard, il n'a pas mis de légende, il sait très bien la portée de ce genre de choses et il l'a signalé lorsqu'il est arrivé sur scène en disant que désormais il était un gothique Dark MAGA. Quand tu vois ça, quand tu vois cette typographie, est-ce que ça te fait penser à ce que je suis en train de penser? Ben oui, évidemment. Enfin, d'autant plus que là, alors il faudrait rentrer dans des détails politiques, mais ces libertariens qui sont fascinés par la violence, fascinés par l'idée de la supériorité d'une race, qui d'ailleurs souvent se limite à eux-mêmes. Le lien avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure est vraiment très clair. Enfin, il y a ce culte de la force, ce culte de la violence, le Musk montrant ses muscles et en criant au meeting de New York. Ce sont des reprises d'images, de gestuels, de mots qui viennent malheureusement de très très loin et on sait d'où ça vient. Après, bon, cette casquette, moi j'ai regardé. Alors c'est assez bizarre parce que je pense que c'est une imitation de ce qu'on appelait la Fraktur, c'est-à-dire l'écriture allemande utilisée avant, l'écriture d'imprimerie. C'est pas vraiment ça, hein, c'est plutôt du gothique. Je veux dire, je verrais plutôt ça dans la Hellfest ou dans un spectacle de thrash metal. Mais bon, ça veut dire quand même ce que ça veut dire. C'est la volonté de revenir à cette espèce de force bestiale des premiers temps, quoi. Ça pourrait être la mine des nains chez Wagner. C'est à peu près ça. Il y a un côté, on discutait avec les autres personnes de l'émission, on discutait du nihilisme. Il y a un nihilisme là-dedans. Il y a cette espèce de noirceur fondamentale qui dépasse très très largement, à mon avis, la dimension libertarienne des gens qui entourent Trump. Il y a une espèce de volonté de fin du monde, quoi, qui est évident. Et le costume noir de Trump à son arrivée l'autre jour, pour moi, c'était ça. Je veux dire, sur une musique dont le titre était Rest in Peace, donc repose en paix. Je vais en parler, mais ce nihilisme, cette volonté de fin de monde, c'est un des sujets que je vais aborder dans l'émission de demain par rapport à Musk et la manière dont Musk veut essayer de mettre Trump au pouvoir. C'est pas simplement parce que c'est Trump. Vous allez voir que cette vision de fin de monde, et c'est pas pour rien qu'il veut partir sur Mars, à mon avis, tout ça, c'est quelque chose de très présent dans le discours actuel de Musk et dans sa volonté d'être avec Donald Trump. Et c'est extrêmement dangereux. Ce sont des personnes qui sont persuadées que notre modèle actuel ne fonctionne plus et qu'on a deux options. Soit on attend qu'il s'effondre, soit on le fait s'effondrer pour essayer de reconstruire mieux derrière. On en est là.
En tout cas, Olivier, je veux vraiment te remercier de tes lumières, de ta disponibilité, le fait que tu nous as consacré presque 2 heures et on aurait pu continuer encore plus longtemps. Évidemment, je vais conseiller d'abord à tous nos spectateurs, à notre communauté, d'aller s'abonner à ton compte X parce que c'est quelque chose que tu fais. De temps en temps, tu rebondis sur des vidéos justement de Trump et tu apportes ton analyse. Et au-delà de se précipiter, c'est important pour continuer justement pour que tu nous apportes un 3e ouvrage, comme tu as dit, tu en préparais un, de venir de te soutenir en achetant tes livres. C'est important, la gratuité du savoir a toujours une limite et donc c'est important. Voilà, Cornell Online nous dit que c'est fait, donc à la fois traduire Hitler et à la fois la coulée brune. Je te promets de le lire. Il est sur ma liste après la campagne électorale, mais en tout cas, c'est certain. Et puis, je pense qu'on va quand je l'aurai terminé, et peut-être dans le cadre d'une de nos émissions avec Maître Eolas qui s'appelle Sentinelle, justement, peut-être en reparler si tu es disponible, si tu en as envie déjà. Je rêverais de discuter avec Maître Eolas, que je suis très très fidèlement depuis des années. On va organiser ça, c'est certain, après l'élection présidentielle, parce que justement, ce que je trouve intéressant, c'est une fois qu'on a évacué le parallèle américain, c'est de dire voilà ce qui est en train de se passer en France, parce qu'il faut donner les outils et dans ton travail, tu donnes les outils et c'est extrêmement important ce que tu fais. C'est important de remettre le focus sur le choix des mots, l'utilisation des mots. C'était extraordinaire. Merci Olivier. Oui, on va faire une soirée Maître Eolas, Olivier et William. Mais par contre, je vous préviens les amis, c'est pas une soirée qui va durer 30 secondes. Ça va prendre du temps parce qu'on a tous beaucoup de choses à dire et ça va être un débat extrêmement intéressant. Merci beaucoup, William. Je te retourne l'appareil parce que moi, je suis vraiment pas du tout un spécialiste des États-Unis. En fait, c'est en te suivant depuis quelques années que j'ai acquis la quasi-totalité de mon savoir sur la question. Donc, infiniment merci. Et merci beaucoup pour cette soirée. Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci de cette invitation. J'étais vraiment très, très content de venir. Voilà, prends soin de toi et puis à très vite, Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Bye bye. Voilà, nous revoilà. Merci beaucoup. Quel moment, quel partage. C'est vraiment lorsque, avec Thomas et avec Cody, on a envisagé de passer de la chute, même si aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la chute, mais à ce média 100% démocratie, 100% indépendant de Maintenant Média. On se disait, c'est aussi pour justement permettre ces discussions. Vous voyez, on a pris le temps qu'il fallait. Et c'est vraiment la force, je trouve, de notre format, c'est que ça nous permet vraiment d'aller loin dans la discussion, aller en profondeur, parce que ce sont des sujets tellement importants. Et lorsqu'on a le privilège d'avoir quelqu'un comme Olivier, je ne pouvais pas le laisser partir au bout de 10 minutes. Vous avez bien compris. Discours fascinant, effrayant aussi, soyons clairs, mais fascinant. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à son compte Twitter,
faites-le immédiatement, voilà, comme Mick vient de le faire, que j'ai vu Elisabeth aussi, le nombre de personnes qui disent qu'ils ont commandé le livre, et précipitez-vous, ces 2 petits ouvrages, j'ai pu lire le premier, je n'ai pas encore eu le temps de lire le deuxième, mais je vais le faire parce que ça se lit extrêmement bien. Il y a aussi sur son travail, sur justement la traduction de Mein Kampf, il y a un article remarquable dans Le Monde. Allez le lire sur son parcours et ce travail de traduction de l'horreur. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc voilà, et c'est vraiment, je veux que ça soit une signature de notre émission, c'est qu'à chaque fois qu'on fait venir du monde ici, que ce soit Jean-Marc Léger pour les sondages, Claire Ménial, Alexis Buisson, Julien Gester, qu'on sorte de ce moment-là en se disant « Waouh, j'ai une vision plus claire ». Et donc, lorsqu'on a une vision plus claire, lorsque l'on connaît mieux les enjeux, lorsqu'on a la bonne grille de lecture, on peut agir. On peut agir en termes de vaguelettes. Il nous a expliqué, Olivier nous a expliqué, lui, ce qu'il fait, donc ce travail de publier des livres. Nous, ce qu'on fait ici, de vous informer émission après émission, d'aller plus loin que l'actualité et qu'on va continuer à faire après l'élection, c'est évident, parce que lorsque, par exemple, on se dit réunissons-nous pour une émission spéciale avec Maître Eolas, avec Olivier et moi-même, vous comprenez bien que c'est même pas une émission, ça va en être plusieurs, mais en tout cas voilà, je suis très heureux de voir vos réactions. Je commence à vous connaître, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un invité, je me dis, est-ce que ça va ? Et oui, ça va. Merci en tout cas de votre accueil. Et vraiment, Thomas, tu vas nous remontrer la couverture des 2 livres. J'insiste, mais c'est nécessaire. Ce travail de qualité est possible. Et vous le savez, c'est pour ça que certains d'entre vous viennent soutenir, soit ici via Super Chat, Super Sticker, ou soit via les emojis, ou soit sur lachute.info, viennent soutenir notre travail. C'est pareil, Olivier, ce travail de recherche, ce travail d'explication du monde d'hier à travers du monde d'aujourd'hui à travers celui d'hier, il peut le faire parce que il y a des éditeurs qui sont là, qui le font travailler, et donc c'est important d'aller acheter ces livres-là. Il m'a absolument pas demandé cette partie-là, on en a même pas parlé. C'est moi qui ai vécu toute ma vie de droit d'auteur qui vous dit c'est important. C'est important. Donc voilà, traduire Hitler et puis la coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue. Et évidemment, on fera revenir Olivier très rapidement. Allez, à tout de suite.